C'est l'heure du débat politique avec nos invités qui vont entrer dans ce studio. Bernard Debré, bonjour. Vous êtes député UMP de Paris. Bienvenue. Pascal Poplin, bonjour. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis. Alors, l'une des informations de ces derniers jours, c'est évidemment l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, qui finalement aura des conséquences politiques un peu plus importantes qu'il n'y paraît, puisque ce matin, aujourd'hui, il sera à la session extraordinaire, donc on n'appelle pas ça une session extraordinaire, on appelle ça d'ailleurs un bureau extraordinaire de l'UMP. C'est pas important, Bernard Debré, vous avez l'air de... Non, c'est pas un retour en politique. Conseil national extraordinaire, j'y arrive. Oui, conseil extraordinaire. Oui, il faut respecter les noms. Alors, c'est pas une info. Mais c'est une info, il est là. D'abord, il était évident qu'il fallait qu'il démissionne du Conseil constitutionnel. On ne peut pas rester dans le Conseil constitutionnel après avoir été désavoué par ce même Conseil. Je rappelle qu'il y a quand même 9 membres, plus 3 présidents, un qui me semble un peu fatigué, mais 2 autres qui sont là. Donc il y a 9 membres, ça n'a pas été pris par une seule personne, vous voyez mon regard. Donc à partir de ce moment-là... La politique familiale aujourd'hui. Non, mais ça n'a pas été pris par une seule personne, c'est 9 personnes. Et il est évident qu'il ne pouvait pas rester. Quand on voit l'état des comptes de l'UMP, mais je dirais l'état des comptes en général, parce qu'il y avait 55 millions de déficit, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que, et c'est un vrai problème, quand un grand parti perd des élections législatives, les rentrées d'argent sont... Revenons au phénomène politique du retour de Nicolas Sarkozy, ou du non-retour d'ailleurs. Vous imaginez bien qu'il faut trouver de l'argent. Jean-François Copé aurait fait une émission à la télévision en disant « Française, donnez-moi de l'argent », il n'y aurait pas eu un copec. C'est évident. Il fallait donc trouver, et c'était naturel, Nicolas Sarkozy, qui viennent et qui disent « Moi, ancien président de la République, aidez-moi ». C'est juste le présentateur de l'UMP-ton alors que... Alors, du Sarkoton. Ouais. Oui, mais bon, après, que ça soit un événement, que tout le monde fasse cet événement formidable, il revient. Bah oui, il revient, il est plus libre parce qu'il n'est plus au Conseil constitutionnel. Il va, je crois pas, délivrer de messages fondamentaux. Bah voilà, il va venir... retrouver sa famille politique. Comment lisez-vous ça, Pascal Poplin ? D'abord, je crois qu'il est bon de rappeler que c'est effectivement le Conseil constitutionnel qui a pris cette décision. Qui a validé cette décision. C'est la Commission nationale des comptes de campagne qui, au départ, a pris une décision. Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a confirmé. Parce que j'ai entendu des commentaires qui donnaient le sentiment que finalement il y avait des règlements de compte, que c'était presque la gauche ou le président de la République qui était responsable de ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. Non, ce qui lui arrive. Certains commentateurs de l'UMP l'ont fait. Vous avez l'honnêteté, vous, de le dire comme ça, mais il y a eu des commentaires qui, et puis nos concitoyens ne sont pas forcément avisés de toutes ces subtilités. Donc si il faut le rappeler. Si la gauche était majoritaire au Conseil constitutionnel, ça se saurait. Voilà, absolument. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que si cette décision intervient, c'est parce que les règles de financement des campagnes électorales n'ont pas été respectées. Voilà. Alors après, chacun peut penser que c'est trop sévère, qu'on ne devrait pas. Mais enfin, après tout, quand quelqu'un dépasse parfois d'1 km/h la vitesse autorisée, il perd des points sur son permis de conduire. Oui, mais c'est là justement qu'on râle un peu quand on dépasse de 1 km/h. Alors revenons justement à là. C'est la réalité. Et nous avions à plusieurs reprises pendant la campagne électorale, je me souviens de Daniel Vaillant, qui était le mandataire de François Hollande, qui avait contesté un certain nombre d'utilisations des moyens de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable, pour faire la campagne électorale. Stop, ne mélangez pas tout. Justement, qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, que je respecte à la lettre? Qu'il n'y a eu aucun moyen d'État utilisé pour la campagne. Tout ce qui avait été... Aucun, j'ai regardé ligne par ligne, justement parce que c'était Excusez-moi, mais quand on dit le meeting de Toulon aurait dû être intégré dans les comptes de campagne, par qui a-t-il été financé, sinon par les moyens de la présidence de la République? Mais c'est la décision du Conseil constitutionnel, en tout cas c'est la décision de la Commission des comptes de campagne. Vous voyez, ne faites pas...
l'amalgame pour faire... Vous êtes dans justement... l'épaisseur du trait, la réalité, c'est que si ces comptes n'ont pas été validés, si le remboursement de l'État n'interviendra pas, si l'UMP, et d'ailleurs pas l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy qui est responsable de ces comptes de campagne. Donc quand j'entends qu'aujourd'hui il va venir soutenir l'UMP, c'est plutôt l'UMP qui va le soutenir pour solder ces éléments. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit, parce que j'entends Harlem Désir dire l'argent du contribuable, c'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel, je me tiens à la lettre, parce que moi je suis un républicain qui respecte le Conseil constitutionnel dans toute sa plénitude. Quand il invalide mais bien entendu, partielles, enfin des élections le Conseil de parlementaires constitutionnel a bien dit qu'il n'y avait eu aucune utilisation de fonds publics. Il n'a pas retenu Toulon, il a retenu Villepinte. Il a retenu d'autres dépassements. Oui, il y a eu des dépassements. Non, mais c'est fondamental. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est fondamental. Non, sur le principe. Donc voilà, le principe, le Conseil constitutionnel a donné son avis, a jugé, c'est un jugement sans appel, c'est la République. Ça, nous sommes d'accord. Alors, vous disiez, on dépasse d'1 km/h et on est condamné. Là, ce que disent parfois les gens dans les commentaires qu'on a pu entendre ce week-end, et là, je ne parle pas seulement des politiques, c'est dire, tiens, il a dépassé de quelques centaines de milliers d'euros, voilà, 400 000 euros. Et en fait, on dépasse de 400 000 euros et on est pénalisé de 11 millions. Est-ce que cette règle vous semble légitime ? Elle aurait pu, mais encore une fois, je ne veux pas... Il pourrait y avoir une proportionnalité de la faute. C'est la règle qui s'applique à tous les candidats, c'est pas à vrai. toutes les élections. C'est absolument faux. Non, parce que vous n'avez pas lu du tout la loi. Arrêtez de dire je n'ai pas lu, arrêtez de dire je ne connais pas. Ce qui est la réalité, c'est qu'il y a une possibilité de moduler. Voilà, mais que dans la plupart des cas, en tout cas, on s'expose toujours, quand on ne respecte pas la règle, à ne pas avoir le remboursement de l'intégralité de ses frais de campagne. C'est comme si vous disiez, quand on fait un vol ou je ne sais pas quoi, on a le maximum de la peine, 7 ans. Mais il peut y avoir moins. Pourquoi n'a-t-on pas modulé ? J'ai lu les lettres persanes, donc la gradation des peines, je connais. Voilà, si vous avez lu les lettres persanes, c'est parfait. Ce que je veux simplement dire, je ne mets pas en cause, simplement. Il y a là une décision du Conseil constitutionnel qui doit faire jurisprudence et qui doit nous donner à l'avenir des règles de conduite. Parce qu'en réalité, sans mettre en cause quoi que ce soit, quand on voit le meeting de Villepinte, quand on regarde par comparaison le meeting de Versailles en 2007, le meeting de Versailles a été compté pour 50% pour l'UMP, 50% pour le candidat, parce qu'il y avait 2 manifestations. Là, Nicolas Sarkozy, entendons-nous bien, c'est son entourage. C'est pas lui seul. C'est pas lui qui faisait les comptes tous les matins. Rarement le candidat qui fait lui-même les comptes. Voilà. Enfin, moi, au législatif, je regarde de près quand même. Oui, mais enfin, c'est peut-être pas tout à fait le même niveau. Je suis d'accord avec vous. Donc là, il faut bien comprendre que ceux qui faisaient les comptes se sont dit, Villepinte, c'est comme Versailles, 50-50. C'est ça qui a fait tout basculer. Il faut savoir. 3 millions, 90% pour le candidat, 10% pour le MP. C'est vrai que ça a fait tout basculer. Il y a eu un changement de jurisprudence. Donc il faut simplement... Est-ce que c'était assez clair tout ça ? Oui. Est-ce que ça ne mérite pas des règles plus strictes ? Très franchement, moi qui ai participé à 3 campagnes nationales, on a toujours été extrêmement vigilants parce qu'on sait que c'est compliqué, que la règle du jeu est difficile et qu'il faut être prudent. Bon voilà, je pense qu'après on ne va pas forcément faire toute la journée sur ce sujet. Et Nicolas Sarkozy vient discuter avec ses amis politiques. Moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Et quant à considérer que nous sommes déjà dans le retour après un départ qui n'a pas existé, un retour qui n'est pas là, et l'élection présidentielle, je rappelle que c'est dans 4 ans, donc gardons juste la le tête fait froide. qu'Alain Juppé soit retenu à Bordeaux pour des affaires municipales, que tout le monde le soit. Vous serez là, vous serez là ? Je serai là, oui, je serai là. Je serai là avec François Fillon, avec d'autres. Et encore une fois, ce n'est pas un retour. D'accord, on l'a bien moi, compris. je vous le dis, je pense que ce n'est pas le bon moment, en tout cas. C'est pas quand le Conseil constitutionnel vous sanctionne qu'on vient devant ses amis. Vous ne souhaitez pas qu'il revienne Nicolas Sarkozy tout de suite ? Tout de suite, non, mais je crois que lui non plus. D'accord. Alain Juppé, dit-on, pourrait quand même être là, d'après les toutes dernières nouvelles. Oui, je sais que Barouin avait dit qu'il ne serait peut-être pas là, d'autres... Ça va être révélateur quand même, la politique est faite de ces petits signes. Alors, parlons maintenant de votre camp, si je puis dire. Pascal Popelin, la gauche de la gauche parle fort en ce moment. Elle écrit même aujourd'hui, elle envoie une lettre au président de la République pour dire qu'il faut reporter la réforme des retraites. Décidément, François Hollande
à s'occuper de ses amis, il n'aura bientôt plus le temps de s'occuper de ses ennemis. Oh, c'est toujours un petit peu le cas. Mais c'est révélateur surtout de la différence qu'il peut exister entre ceux qui, à gauche, veulent se confronter à la difficulté et à la réalité de l'exercice du pouvoir, et ceux qui sont plutôt dans le commentaire ou la protestation. Je crois que faire une réforme des retraites, c'est une nécessité absolue pour sauver le système par répartition si on y est attaché. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut réfléchir sur la manière dont on doit le faire. Nous souhaitons faire une véritable réforme qui soit efficace, c'est-à-dire qui garantisse enfin la pérennité des retraites, ce qui n'a pas été le cas des 3 précédentes réformes, et une réforme qui soit également juste. On peut discuter de tout cela, mais discuter de l'opportunité de... Ça vous agace? Mais c'est pas que ça m'agace, mais c'est que c'est surtout complètement irréaliste. On a 20 milliards de déficit aujourd'hui. On sait que ce déficit va continuer d'augmenter. S'il n'y a pas d'action, c'est la fin du système par répartition en France. Si c'était pas aussi dramatique, ça serait risible. Ça serait à rouler par terre. Parce que chaque fois que nous avons fait... Parce que les seules réformes qui ont été faites, c'est à droite. Nous avons fait... Ah oui, pour l'instant, bien sûr, mais bien sûr, que vous avez supprimé que pouvoir dans la période où il fallait les faire que nous. Mais oui, bien sûr. Donc les réformes ont été engagées à droite. Nous en avons fait 3. Mais qu'est-ce qu'on a entendu? Mais dans la rue, vos amis, vous-même, vous étiez avec des pancartes, touche pas à ma retraite, c'est épouvantable, etc. Et vous allez faire la même retraite. Mais nous n'allons pas faire la même. Et si nous avons contesté à l'époque ces réformes, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que nous indiquions qu'elle ne garantirait pas l'avenir financier des systèmes de retraite en France, et ça c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est parce que vous avez fait ces réformes de manière injuste, et que nous voulons, sur un certain nombre de sujets, qu'il y ait de l'équité dans les efforts qui seront demandés aux Françaises et aux Français. Parce que là, vous savez, avec les socialistes, c'est la justice, la justice. Il n'y a aucune justice. Les classes moyennes prennent tout en pleine figure, pleine figure, pleine figure. Tout le monde va prendre d'ailleurs. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est le mensonge permanent où François Hollande, quand il s'est présenté, a dit « réforme de retraite ». Comment? Mais pas du tout, tout va bien. Comment? Nous allons revenir, pardonnez-moi, nous allons revenir à la retraite à 60 ans. Pas du tout. D'ailleurs, nous avons dit que nous reviendrons, et c'est là qu'intervient justement la différence entre vous et nous sur la question de la justice. Nous avons dit que nous reviendrons à la possibilité de prendre la retraite à 60 ans, quand on a des carrières longues et qu'on a commencé à travailler avant 18 ans. Et c'est ce que nous avons fait par décret. Ça concerne un certain nombre de personnes, ça en nombre coûte très limité. cher. Non, ça ne coûte pas très cher. C'est tout à fait, c'est tout à fait là exact. où il y a l'hypocrisie merveilleuse, formidable, qui prêterait à rien. Non, mais vous partirez à 62 ans, bien entendu. On ne touche pas à l'âge de la retraite. Tous les pays d'Europe sont à 65. Non. Nous, on l'a fait avec difficulté. Bien. Mais par contre, vous allez travailler 44 ans. Alors je voudrais qu'on me montre... Non, ça dépend de la durée de cotisation. Et il n'est pas normal selon l'âge auquel on commence à travailler, selon la pénibilité de l'emploi, mais il y a encore... Mais vous savez, monsieur Debré, qu'il y a encore des métiers qui sont extrêmement difficiles et extrêmement pénibles. Mais tous. Pas de la même manière. Qui termine à 52 ans, etc. Vous allez vous attaquer à ça aussi? Mais non, ils ne s'attaqueront pas à ça. C'est leur clientèle. Pour l'instant, nous sommes sur une démarche qui tranche aussi singulièrement avec ce qui a pu se faire au cours du quinquennat précédent, voire au cours de la décennie précédente. Mais c'est vrai que c'était surtout marqué dans le quinquennat précédent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la brutalité, nous sommes dans le dialogue. Il y a eu la conférence sociale. Alors pourquoi la gauche n'accepte pas ça? J'ai entendu M. Le Pen tout à l'heure qui disait on est reçu par M. Hérault. Ça fait 14 fois qu'on est reçu, il ne se passe rien, on nous dit rien, etc. Alors n'allez pas nous raconter ça. C'est une fausse mais c'est inexact. Mais vous le savez, y compris de vos copains. Mais je ne sais pas ce que vous appelez mes copains. Mais si, moi aussi j'ai des copains, c'est-à-dire les gens qui sont du Parti Socialiste, de la gauche, sont des copains. Sont pas, alors, de vos collègues. Vous voulez que je dise des collègues? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas à qui vous faites référence, donc il m'est difficile de les qualifier. Mais non, mais c'est pas péjoratif. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une phase de dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux, et qu'à partir du mois de septembre... que Lindemann et ses amis trouvent anxiogène et dit il ne faut pas l'attaquer maintenant. C'est leur responsabilité de le penser, c'est leur liberté de l'exprimer, ça n'est pas mon opinion, et ça n'est pas l'opinion de la majorité des parlementaires du Parti Socialiste. Le problème, c'est qu'on est sur des mensonges permanents, en disant on ne touchera jamais à l'âge de départ à la retraite. Bon, c'est une option.
aucun pays d'Europe n'a choisi cette option. Aucun. Nous allons augmenter la durée de cotisation. 44 ans, on va arriver à 44 ans et demi. Et vous tirez les conclusions avant... Pour l'instant, il y a eu un rapport. Non, mais attendez, et il y a des discussions qui sont en cours. Et ensuite, il y aura des propositions du gouvernement et un débat parlementaire en toute transparence devant les Françaises et les Français. Donc, ne terminez pas le match avant qu'il ne soit commencé. Oui, enfin, on sait très bien ce qui va se passer. Donc, ce que je veux dire simplement... parce que j'aimerais parler d'un autre match municipal, celui-là. Bon, on est dans l'hypocrisie la plus absolue. On sait que tout le monde va en prendre, que les familles vont être taxées. On le sait. Vous l'avez annoncé déjà. Il faut faire des efforts, ça c'est certain. Eh bien oui. On le sait. Il ne fallait pas supprimer ce qu'on avait fait. Mais on n'a supprimé aucun des efforts qui avaient été faits pour l'instant, même s'il y aura sans doute des choses à revoir dans ce que vous avez proposé. Encore une fois, la seule chose que nous avons fait, c'est de permettre, et c'était l'engagement clair de François Hollande pendant la campagne présidentielle, c'est de faire en sorte que quand on a commencé à travailler avant 18 ans et qu'on a son nombre d'annuités, on puisse partir à la retraite à 60 ans. Mais vous pouvez. Il nous reste 1 minute 30. La réforme des conseillers de Paris. Alors ça, c'est quand même intéressant. Il y a des municipales à Paris. Alors, on va réformer juste avant les élections. Non, pourquoi? On fait pas une réforme, on fait un ajustement du tableau des conseillers de Paris par arrondissement, simplement pour tenir compte de la réalité démographique, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on ait des élus qui représentent à peu près le même nombre d'électeurs, tout simplement. Alors, il faut quand même un tout petit peu de la lecture, c'est que c'est très facile de dire ça. Ils avaient commencé à faire une réforme il y a quelques mois où c'était tellement gros. On prenait les conseillers de Paris de droite, on les mettait à gauche. Le Conseil constitutionnel a cassé. Oui ou non? Mais c'est exact. Mais pourquoi a-t-il cassé? Il a validé le fait qu'il fallait... Non, allez, berlificotez pas les gens. Non, j'en berlificote pas. Il a validé le fait qu'il fallait qu'il y ait l'égalité du suffrage et l'égalité démocratique. Vous, dans votre mairie de droite? Nous, on perd un conseiller de Paris. Parce que vous avez perdu des habitants. Oui, sauf qu'on va en recevoir 12 000 ou 15 000 avec les Batignolles qui va être fini dans peu de temps. Il faudra régulièrement, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel le dit, réajuster ce tableau qui n'avait pas été bougé pendant 30 ans. Après les élections municipales. Alors c'est tellement compliqué que quand on regarde par exemple le premier arrondissement, il y avait 3 conseillers de Paris. Ce que les Français ne savent pas, c'est que quand ils votent pas pour le maire de Paris, ils votent pour le maire d'arrondissement. Ils le savent, ça, les Français. Pas du tout. Et quand ils votent pour les conseillers d'arrondissement, ils votent pour les conseillers de Paris, comme tous les Français votent pour les conseillers municipaux quand ils élisent leur conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui élit le maire. Mais c'est la réalité absolue. Ils votent pour dans le premier arrondissement. Ils votent pour le premier arrondissement, ils votaient pour la tête de liste qui était Jean-François Le Garret, maire de premier arrondissement de droite. Il y avait 3 conseillers de Paris. Parce qu'ils ne savaient pas qui votait pour Madame de Panafieux en votant pour Monsieur Le Garret. Non, mais bien sûr que non. Ah non, les électeurs sont stupides. C'est comme aux États-Unis, quand ils votent pour les grands électeurs, ils ne savent pas qui votent pour Obama. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ils aimeraient bien voter pour le maire, mais ils ne votent pas pour le maire. Ils votent pour le maire d'arrondissement par le maire de Paris. Et là, on vient de retirer 2 conseillers d'arrondissement dans le premier arrondissement, parce que c'est à droite, vous comprenez. Parce que c'est la démographie. Oui, c'est un peu la démographie. Parce que c'est un département, c'est un arrondissement qui est surreprésenté. On se trouve, il est tellement surreprésenté. Ça vous ennuie l'égalité du suffrage. À chaque fois que nous proposons de rétablir le principe constitutionnel d'égalité du suffrage, vous êtes contre. Vous l'avez été pour les conseils départementaux, vous le serez pour les sénateurs, vous l'êtes pour le conseil de Paris. Non, le temps est terminé. Ce que je voulais simplement dire, c'est tellement compliqué que maintenant, comme il n'y a qu'un seul conseiller de Paris au premier arrondissement, on ne sait plus comment faire pour élire le maire, donc on va pouvoir, dans l'article 2, demander à ceux qui ne sont même pas conseillers de Paris de se présenter. Eh bien, nous retirerons l'article 2 une autre fois, parce que le temps nous est compté. Incompréhensible. Pascal Poplin, je rappelle l'application toute simple de la démocratie et du principe d'égalité du suffrage. Comme ça vous arrange. Que le Conseil constitutionnel, de manière constante, Pascal Poplin, vous êtes député PS élections. de Seine-Saint-Denis, Bernard Debré, député UMP de Paris. Merci d'avoir entamé avec beaucoup de vigueur cette semaine avec nous. Merci. Nos éditorialistes Gérard Leclerc, Jean-Daniel Lévy, Denis Jambard et Philippe Laby nous rejoignent. Belle journée, messieurs. Au revoir.